RDC, des affrontements meurtriers entre l'armée et les miliciens. Wazalendo à Uvira, bilan tragique de 20 morts et plus de 60 blessés. Uvira, Sud Kivu, 25 février 2025, une violente confrontation a eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les miliciens Wazalendo dans la ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Selon des sources locales, le bilan des affrontements est lourd, avec au moins 20 morts et plus de 60 blessés, dont de nombreux civils pris au piège dans les violences. Les circonstances de l'attaque. Les affrontements ont éclaté dans la matinée de ce dimanche 25 février 2025, après plusieurs jours de tensions croissantes dans la région. Les Wazalendo, une milice autochtone localisée principalement dans le sud Kivu, ont lancé une série d'attaques contre des positions de l'armée congolaise dans différents quartiers d'Uvira, notamment dans les zones périphériques de la ville. Ce groupe de miliciens est réputé pour être particulièrement résistant aux forces gouvernementales et ils ont utilisé des armes légères, des explosifs improvisés ainsi que des tactiques de guérilla pour mener leur offensive. L'armée congolaise a immédiatement répondu en envoyant des renforts pour reprendre le contrôle des zones occupées par les miliciens. Cependant, les combats ont rapidement dégénéré en affrontements violents et prolongés, affectant principalement les zones résidentielles d'Uvira. Le bilan humain est tragique. Des dizaines de personnes, principalement des civils, ont perdu la vie dans ces violences, tandis que de nombreux autres ont été blessés, certains gravement. Un contexte tendu marqué par des tensions ethniques et politiques. Les affrontements à Uvira ne sont pas un incident isolé. La région du Sud Kivu, tout comme d'autres provinces de l'Est de la RDC, a été le théâtre de nombreux conflits depuis plusieurs décennies. Ces violences sont souvent alimentées par une combinaison de facteurs, notamment les rivalités ethniques, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles et l'instabilité politique persistante. Les Wazalendo, un groupe de miliciens souvent décrit comme une milice d'autodéfense, ont été créés en réponse à l'oppression perçue par les autorités congolaises, ainsi que par la présence d'autres groupes armés dans la région. Leur nom signifie littéralement « les enfants de la terre » en swahili, et leur objectif est de défendre leur communauté contre les menaces extérieures, qu'elles soient ethniques ou politiques. Cependant, leur mode d'action, souvent violent, a alimenté une spirale de violence qui touche à la fois les forces armées congolaises et les populations locales. Les tensions entre les communautés locales et les autorités gouvernementales sont exacerbées par la gestion des ressources naturelles de la région, notamment le coltan, le cobalt et d'autres minerais précieux qui attirent des acteurs locaux et internationaux. Cette compétition pour le contrôle des richesses naturelles de la région est une cause majeure de l'instabilité persistante dans cette partie du pays. Réactions et conséquences. Les autorités congolaises ont réagi rapidement après les premiers affrontements, envoyant des renforts militaires pour tenter de reprendre le contrôle des quartiers affectés par les miliciens. Des hélicoptères et des véhicules blindés ont été utilisés pour mener des frappes aériennes et terrestres contre les positions des Wazalendo. Les autorités ont également mis en place des barrages routiers pour tenter d'empêcher l'extension des combats à d'autres villes de la région, notamment Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Cependant, cette répression a conduit à un grand nombre de victimes civiles qui se sont retrouvées prises au piège dans la violence, avec des maisons incendiées et des infrastructures de santé locales débordées par l'afflux de blessés. Les hôpitaux d'Uvira, déjà fragilisés par la guerre, ont dû faire face à un afflux de blessés, principalement des civils, dont certains sont dans un état critique. Les autorités sanitaires ont appelé à l'aide internationale pour faire face à la situation. Les organisations humanitaires, telles que Médecins sans frontières, MSF et la Croix-Rouge, ont rapidement déployé des équipes sur le terrain pour fournir des soins d'urgence et distribuer des vivres aux milliers de personnes déplacées à cause des combats. Les populations locales ont été contraintes de fuir les zones de conflit, se réfugiant dans les forêts ou dans des camps de fortune, dans des conditions de précarité extrême. Le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation et a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la paix et la sécurité à Uvira. Toutefois, la situation reste tendue et des appels à la négociation ont été lancés par plusieurs leaders communaux. M23 au Nord Kivu. Un statu quo fragile sur la ligne de front à Lubero.
La situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement à Lubero, est marquée par un statu quo tendu sur la ligne de front entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Depuis plusieurs semaines, les combats se poursuivent dans cette région stratégique de l'Est de la RDC, où l'instabilité politique et militaire a exacerbé les tensions communautaires et régionales. Le 20 février 2025, les FARDC ont réussi à renforcer leur position en bloquant les voies de débordement utilisées par les rebelles. Ces voies, souvent considérées comme des passages stratégiques pour les forces rebelles, étaient jusque-là un point faible pour l'armée congolaise, permettant aux insurgés de contourner les lignes de front et de s'enfoncer davantage dans le territoire de Lubero. Les autorités militaires congolaises ont donc déployé des unités supplémentaires pour verrouiller ces routes, un effort qui a semblé porter ses fruits, du moins pour le moment. Cependant, la situation reste extrêmement volatile et précaire. Les forces du M23, soutenues par des éléments de l'armée rwandaise, ont intensifié leurs attaques en direction de certaines localités comme Ndoluma, où des affrontements ont eu lieu. La prise de ce village par les rebelles, le 18 février 2025, a mis en évidence leur capacité à pénétrer des zones jusque-là considérées comme protégées par l'armée. Ce dernier événement a contraint de nombreux habitants à fuir vers des zones plus sécurisées, notamment les villes voisines de Lubero-Centre et Butembo, déjà saturées par des vagues de déplacés internes. Les combats ont continué à faire rage dans les zones adjacentes, notamment en direction de Kitsombiro, où les FARDC ont dû effectuer une retraite tactique après des pertes importantes. Cette situation a accentué la pression sur les forces gouvernementales, qui sont désormais engagées dans une guerre d'usure face à un ennemi déterminé, bien équipé et soutenu par un voisin dont l'implication dans le conflit reste un sujet de controverse diplomatique internationale. La reprise des hostilités en février 2025 survient après une brève accalmie observée en janvier, où un fragile cessez-le-feu avait permis à l'ONU et aux organisations humanitaires de tenter d'acheminer de l'aide aux populations déplacées et de commencer des négociations pour une désescalade. Mais cette pause n'aura été que de courte durée, et la situation est rapidement redevenue tendue lorsque le M23, accompagné de troupes rwandaises, a de nouveau attaqué plusieurs positions stratégiques à l'est du pays. Les combats sont souvent d'une brutalité extrême, avec des rapports faisant état de violences atroces à l'encontre des civils. Les soldats du M23, ainsi que d'autres groupes armés opérant dans la région, sont accusés d'avoir commis des exactions graves, y compris des viols, des meurtres et des enlèvements, souvent utilisés comme tactique de terreur. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants, dont beaucoup se retrouvent piégés dans les zones de conflit, sans accès aux soins médicaux ni à une aide humanitaire adéquate. Le climat d'insécurité et de chaos engendré par ce conflit incessant a provoqué des déplacements massifs de population. À Butembo et Lubero, les camps de réfugiés sont pleins à craquer, et les infrastructures locales, déjà fragiles, sont incapables de supporter un tel afflux de personnes fuyant la guerre. Les conditions de vie dans ces camps sont très difficiles, marquées par un manque crucial d'eau potable, de nourriture et de médicaments. Au niveau diplomatique, la communauté internationale continue de suivre de près l'évolution du conflit, bien que les actions concrètes restent limitées. L'ONU a appelé à une désescalade et à un cessez-le-feu immédiat, mais la diplomatie régionale peine à produire des résultats tangibles. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir activement les rebelles du M23, ce que Kigali dément, mais les preuves de l'implication rwandaise dans les combats sont de plus en plus évidentes. Les Nations Unies et la communauté internationale sont appelées à jouer un rôle plus actif pour contrer cette ingérence, mais l'incapacité de l'ONU à déployer des troupes suffisamment puissantes sur le terrain a exacerbé les frustrations parmi les populations locales et les autorités congolaises. Pendant ce temps, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Les organisations de secours, comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, peinent à atteindre les zones les plus touchées par le conflit en raison de l'insécurité croissante. Les blessés et les malades se retrouvent souvent sans soins, et la peur de l'épidémie, notamment de choléra, reste omniprésente dans les camps de réfugiés. Face à cette impasse, l'avenir de Lubero et des autres zones affectées par le conflit semble incertain. Les autorités, organisations internationales pour mettre fin à l'escalade de la violence. Un avenir incertain pour Uvira et le Sud Kivu.
La situation à Uvira soulève des inquiétudes sur l'avenir de la région du Sud Kivu, qui semble coincée dans un cycle de violence sans fin. La présence de groupes armés, qu'ils soient d'autodéfense ou rebelles, continue de déstabiliser la région, et les autorités congolaises semblent incapables de mettre fin à cette spirale de violence. Les causes sous-jacentes du conflit, notamment la gestion des ressources naturelles, la gouvernance locale et les tensions ethniques, demeurent des défis majeurs pour la RDC. En attendant, la population civile reste la principale victime de ces affrontements. Les milliers de personnes déplacées par les combats se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, sans accès suffisant aux soins médicaux, à l'éducation, ni à des conditions de vie décentes. La communauté internationale a réagi en appelant à un cessez-le-feu immédiat et en offrant son soutien humanitaire pour aider les victimes. Cependant, la mise en place d'une véritable paix durable dans cette région semble encore incertaine, car les causes profondes du conflit continuent de persister. Conclusion. Un appel à la paix et à la stabilité. En résumé, les affrontements à Uvira illustrent la fragilité de la situation dans l'est de la RDC, une région dévastée par des conflits internes récurrents. Le bilan tragique de 20 morts et de plus de 60 blessés met en lumière la nécessité urgente d'une solution politique et diplomatique pour apaiser les tensions et mettre fin à l'instabilité. En attendant, les habitants d'Uvira, comme de nombreuses autres régions du pays, continuent de souffrir des conséquences de ces violences, et l'espoir d'une paix durable semble encore loin. La communauté internationale et les autorités congolaises devront travailler ensemble pour répondre aux besoins humanitaires et, surtout, pour mettre en place des mécanismes de réconciliation durable afin de briser ce cycle de violence qui dure depuis trop longtemps. Les jours suivants les violents affrontements à Uvira, les rues de la ville étaient baignées dans une atmosphère de silence lourd et oppressant. Le vent portait les échos des cris de douleur, des appels désespérés des familles séparées et des pleurs des blessés, dont certains gisaient encore impuissants dans les ruelles sombres de la ville. L'odeur de la poudre et des décombres se mêlait à celle de la terre humide, une terre trop souvent sacrifiée dans les tourments de la guerre. Uvira, jadis terre d'espoir pour certains, était désormais un champ de ruines, où le présent semblait s'effacer sous les coups d'un passé douloureux qui refusait de se taire. Un peuple dévasté, mais une volonté indomptable. Les blessés, défigurés par les éclats des balles et des explosions, semblaient porter le poids de toute une région en souffrance. Mais derrière chaque visage marqué par la douleur, on lisait encore une lueur de détermination. Cette lueur, bien que faible, brillait encore dans les yeux des survivants, des mères qui cherchaient leurs enfants disparus, des pères qui se battaient pour offrir un lendemain meilleur à leur famille, des jeunes qui, malgré la violence qui les entourait, rêvaient d'un avenir sans guerre. Le sacrifice de ceux qui n'ont jamais voulu la guerre. Au cœur de cette tragédie, un homme se démarquait, non pas par sa bravoure militaire, mais par la profondeur de son humanité. Le docteur Mukanga, un médecin de la ville, avait sacrifié sa propre sécurité pour soigner les blessés. Alors que les hôpitaux étaient saturés, il n'avait pas hésité à ouvrir les portes de son propre foyer pour y soigner les blessés les plus graves, offrant son propre sang, son énergie et son temps sans compter. Mais plus que les blessures physiques, ce sont les blessures invisibles qui le tourmentèrent le plus. Comment guérir ceux qui ont perdu l'espoir, murmurait-il parfois, le regard perdu dans la nuit, alors qu'il s'efforçait de réparer ce qui semblait irréparable. Les yeux de ceux qu'il soignait étaient des fenêtres ouvertes sur un monde brisé, mais aussi sur un monde qui refusait de se laisser engloutir par la noirceur. Et dans chaque sourire, aussi faible soit-il, il trouvait une raison de continuer à se battre. Des héros au quotidien. Les jeunes du quartier, eux aussi, avaient pris leur destin en main. Ahmed, un adolescent de 17 ans, avait vu son village détruit par la violence. Mais au lieu de fuir, il avait pris la tête d'un groupe d'autres jeunes, décidant de nettoyer les rues et de porter secours à ceux qui en avaient besoin. Malgré la peur qui régnait dans l'air, il refusait de céder. « Ce n'est pas la guerre qui définit qui nous sommes, » disait-il à ses camarades. « Ce sont nos actions, notre courage, notre amour les uns pour les autres. » Et c'était là, dans ce petit groupe de jeunes courageux, que résidait la force de tout un peuple qui, malgré les épreuves,